Madame Martinzet, Madame Boucharzet, Mesdames et Messieurs, mes frères, mes sœurs, dignitaires du Grand Orient de France, cher Jacques Garat, grand maître adjoint, cher Jean-Paul Mathieu, grand officier chargé de l'école, et quelques autres que j'ai aperçus dans la salle, Mesdames et Messieurs messieurs les intervenants, puisqu'il n'y a plus de dames à la tribune pour le moment. Je suis évidemment très ému, comme beaucoup d'entre vous, parce que aujourd'hui, effectivement, comme cela a été dit, est une journée particulière. C'est, il y a 3/4 de siècle, jour pour jour, le jour où la milice a assassiné notre frère Jean Zay, qui a reçu un hommage mérité en entrant enfin au Panthéon, et le Grand Orient de France, avec d'autres évidemment, a accompagné cette requête justifiée pendant des années. C'était une belle cérémonie à laquelle peut-être un certain nombre d'entre vous avaient participé. Le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains. Voilà ce que disait Ferdinand Buisson en 1903. À une époque où la République croyait ardemment en elle-même, les objectifs étaient clairs. Et l'école de la République était précisément l'institution destinée à fabriquer des républicains, à instituer des citoyens. Je vous concède être bien plus en phase avec Ferdinand Buisson qu'avec ceux qui aujourd'hui s'émeuvent, voire s'indignent, qu'on fasse entonner l'hymne national aux jeunes dans le cadre du service national universel. L'exigence républicaine étant ce qu'elle est, c'est-à-dire au mieux tenue pour une relique, ce n'est pas un hasard si notre nation ressemble aujourd'hui à ce que le politologue Jérôme Fourquet qualifie d'archipel français, dans lequel une juxtaposition de groupes, voire de communautés, cohabite plus ou moins bien, plutôt moins que plus d'ailleurs, faute d'avoir souhaité pour elle poursuivre le grand œuvre dont Condorcet fut l'initiateur, Ferry, Buisson, Jaurès, Jean Zay et quelques autres les continuateurs. Désormais, l'école est décrite par certains de ses acteurs mêmes comme une institution coercitive en prétendant simplement délivrer des connaissances, un savoir. Dans cette époque étrange où bien plus que la connaissance, c'est la compétence qui est valorisée et où le savoir-faire a surpassé le savoir sur l'échelle des valeurs. Car en effet, le libéralisme a imposé ses dogmes dans l'univers scolaire aussi, et a envahi les concepts et les références d'une école de la République qui aurait dû précisément les tenir à distance. Là aussi, donc, les présupposés véhiculés par la société de marché se déploient dans une concurrence libre et non faussée. C'est dire si en effet le concept de citoyenneté, l'idée même d'émancipation peuvent apparaître comme de vieilles lunes arrangées au magasin des accessoires. Pourtant, je ne veux pas me résoudre au fatalisme qui caractérise tant de nos responsables publics et qui conduit chaque année plus d'élèves à déserter l'école de la République au profit de l'enseignement privé. Je ne pense pas en effet que nous devons renoncer à avoir à nouveau une grande ambition pour cette école de la République. Et s'il ne devait y en avoir qu'une, ce serait pour elle d'être en capacité à nouveau d'éloigner les élèves de leur déterminisme, au lieu de les exalter comme elle le fait trop souvent depuis une trentaine d'années, toute majorité politique confondue. Et ces déterminismes, il faut tous les considérer avec la même importance, ne pas établir entre eux de hiérarchie. Ils sont éventuellement religieux, on en parle souvent, ils sont culturels, ils sont sociaux. Il faut que l'école soit en mesure, à nouveau, cela s'est déjà fait dans le passé, d'extraire les élèves des assignations diverses dont ils sont les objets pour leur proposer un autre horizon, une autre perspective, pour les ouvrir à d'autres dimensions que celles qu'ils ont reçues en héritage. Il va falloir en effet leur donner les outils pour qu'ils deviennent des sujets, pour qu'ils acquièrent eux-mêmes les moyens de leur autonomie, pour devenir des citoyens et sortir de l'état de minorité dont parlait Emmanuel Kant, pour devenir des majeurs
apte à s'affranchir de toute tutelle, qu'elle soit individuelle ou collective. C'est cela devenir un sujet autonome, un citoyen. Et si l'école ne le fait pas, qui le fera? Bien sûr, les parents ou le milieu pour les plus favorisés. Et pour les autres, eh bien, on les renverra à leur déterminisme, à leurs héritages, à leurs origines. On exaltera les différences comme on le fait si fréquemment au sein même de l'école, où l'on préfère souvent demander aux enfants d'où ils viennent plutôt que ce qu'ils veulent faire d'eux-mêmes plus tard. On y met trop souvent l'accent sur le passé, sur les racines, sur la souche, sur le repli, plutôt que de les tourner vers l'avenir, de les projeter vers leur devenir propre. Ces présupposés, découlant d'une passion identitaire toxique, ont progressivement envahi l'école de la République. Ils constituent de puissants instruments d'assignation, impalpables mais dévastateurs. Et une donnée devrait sans doute nous alerter. Nous constatons en effet qu'une proportion de plus en plus importante d'enseignants du public placent leurs propres enfants dans le privé. Si ceux-là même qui sont au cœur du système de l'école publique n'y croient plus, nous aurions tort de balayer cette réalité d'un revers de main, comme trop souvent nous avons eu le réflexe facile d'y céder. Le philosophe Henri Pénard-Ruiz écrivait ceci en 2005 dans ce petit ouvrage qui constitue une réponse efficace à ceux qui nous assurent avec un fatalisme mortifère que sans justice sociale, l'instruction est impossible. Elle aide, bien sûr. Voilà ce qu'écrivait donc Henri Pénard-Ruiz. Les premiers instituteurs de la République avaient pour mission d'instruire des enfants sans bagage culturel ou linguistique, véritables immigrés de l'intérieur, et se heurtaient souvent à l'hostilité des parents, plus enclins à impliquer leur progéniture dans les travaux des champs qu'à lui permettre de s'instruire. Les hussards noirs de la République ont-ils pour autant décidé d'en rabattre sur les exigences culturelles de leur enseignement? La générosité pédagogique ne doit pas se satisfaire des élèves tels qu'ils sont, mais les considérer comme porteurs des plus riches potentialités et travailler à les affranchir des limites que les conditions sociales infligent à leur accomplissement. Que signifie d'ailleurs cette évocation d'une naissance définitive s'agissant d'un être en devenir? Posait-il encore comme question. En effet, l'école, depuis quelques décennies, s'est faite de toute évidence le vecteur d'une conception essentialiste et non émancipatrice et universaliste de la condition humaine. Ce n'est donc pas un hasard, d'ailleurs, si dans l'institution scolaire même, les idéologies du différentialisme trouvent tant d'écho, celles qui se caractérisent par l'exaltation des différences, y compris quand elles sont ethniques et religieuses, y compris quand elles s'extasient devant les bigoteries les plus rétrogrades. N'est-ce pas en effet, par exemple, un syndicat d'enseignants du public qui organise ou promeut des réunions ou des formations où l'on sélectionne les participants selon la pigmentation de leur épiderme? Oui, les réunions racisées, le tri racial, ce n'est plus, hélas, l'apanage de l'extrême droite, c'est aujourd'hui revendiqué dans des milieux qui se disent progressistes, mais qui expriment en réalité une conception profondément réactionnaire de la condition humaine, essentialisante, ethniciste et racialiste. M. Robert Ménard tient des registres ethno-religieux des enfants scolarisés dans sa ville de Béziers. En écho, en miroir même, ses cousins identitaires du syndicalisme dévoyé trient les Noirs et les Blancs, les Arabes et les Asiatiques. C'est aussi sur ce point que la pensée et l'exigence de Jean Zay nous manquent tant. Rappelons cette phrase admirable, insurpassée, déjà citée tout à l'heure, qui mériterait d'orner les murs de nos établissements scolaires. Faire de l'école un asile inviolable où les querelles des hommes n'entrent pas. On voit bien le gouffre qui nous sépare de cette ambition. À une époque où le nec plus ultra consiste précisément à faire entrer sans filtre la société dans l'école, à louer la communauté éducative en minorant le rôle de l'instituteur, ce métier magnifique qui permet précisément de transmettre les connaissances qui deviendront les outils de l'autonomie du citoyen en devenir. Heureusement néanmoins que nous pouvons compter sur des enseignants qui, en dépit de toute l'adversité qu'ils rencontrent, souvent
au sein même de l'institution scolaire, poursuivent avec conviction et passion leur mission d'instruction. Ils méritent la reconnaissance de la nation qui leur est si peu rendue. Eux qui sont si souvent accablés par les critiques, ignorés par leur hiérarchie, désavoués par les parents ou malmenés par les élèves. Revenons aussi sur le contenu des fameux circulaires Jean Zay de 1936 et 1937, prohibant le prosélytisme religieux et politique à l'école, et qui auraient pu et dû utilement inspirer nos responsables publics depuis 30 ans face à l'offensive politico-religieuse à l'œuvre dans notre pays comme dans tant d'autres. On préfère aujourd'hui clairement le confort des parents à l'intérêt de l'enfant, tout en prétendant mettre l'élève au centre du système. Et dire que des parents placent précisément leurs enfants à l'école publique pour les préserver du prosélytisme religieux qui caractérise l'enseignement privé dans sa grande majorité et se voient ainsi remerciés de leur civisme républicain d'une bien étrange manière. Notre époque ne nous épargnera décidément aucune tartufferie. Et que dire aussi de la manière dont l'éducation nationale est aujourd'hui l'objet d'une infiltration méthodique du corps enseignant de la part de certains courants intégristes. Revenons donc à Jean Zay, 1937. Je cite, « Ma circulaire du 31 décembre 1936 a attiré l'attention de l'administration et des chefs d'établissement sur la nécessité de maintenir l'enseignement public à l'abri des propagandes politiques. Il va de soi que les mêmes prescriptions s'appliquent aux propagandes confessionnelles. » Fin de citation. Au-delà des polémiques récurrentes qui agitent le microcosme et les médias sur tel ou tel vêtement, il y a plus grave, bien plus grave. C'est ce qui porte sur les contenus d'enseignement. Une enquête menée pour le Comité national d'action laïque, dont je salue le président ici présent, Eddy Caldy, donc une enquête menée par le CNAL auprès des enseignants en janvier 2018, nous apprenait en effet que dans le cadre de l'enseignement du fait religieux, 37% d'entre eux déclarent s'être déjà auto-censurés afin d'éviter des incidents provoqués par des élèves, cette proportion s'établissant à 53% des enseignants affectés en REP. Rappelons-nous aussi le contenu du livret Laïcité, diffusé aux enseignants à la rentrée 2015, même s'il fut corrigé ensuite. Il y était ainsi écrit « Il faut pouvoir éviter la confrontation ou la comparaison du discours religieux et du savoir scientifique. Dans les disciplines scientifiques, sciences et vie de la Terre, physique, chimie, il est essentiel de refuser d'établir une supériorité de l'un sur l'autre comme de les mettre à égalité. » Fin de citation. Étonnons-nous ensuite que les phénomènes de post-vérité, de complotisme, de négation des faits scientifiques progressent de manière vertigineuse. Ferdinand Buisson nous avertissait encore, et il estimait que l'école publique avait précisément un rôle différent de l'école confessionnelle, ce qu'on peine parfois à distinguer aujourd'hui. Les savoirs unissent, les croyances séparent, disait-il. De cette phrase du président de la commission parlementaire d'élaboration de la loi de 1905 et protestant, pratiquant, on peut toujours tirer beaucoup d'enseignements pour l'école de la République d'aujourd'hui. En aurons-nous l'audace? Je veux y croire et je ne serai pas de ceux qui se plongent dans la lamentation et le fatalisme, dans la résignation et le déclinisme. Les francs-maçons, vous le savez peut-être, ont la réputation justifiée d'être d'incurables optimistes, voire même des utopistes. Nous connaissons les recettes pour endiguer les maux qui caractérisent l'institution scolaire. Je suis convaincu que l'école de la République peut retrouver la magnifique mission que lui assignaient ses concepteurs. Les outils nous ont été livrés par Condorcet, Ferry, Buisson, Jaurès, Jean Zay et bien d'autres. Il est grand temps de les reprendre et de passer de la réflexion à l'action. Je vous remercie.